Ok, j'enregistre, ça y est, l'enregistrement est démarré. Oui. Bon, donc, bonjour et je vous souhaite soyez les bienvenus à notre deuxième rencontre européenne France-Roumanie. En ligne, malheureusement, toujours en ligne. Une deuxième rencontre dans le cadre de notre projet Erasmus+. Trouver sa voie, oser l'Europe. Premièrement, je voudrais présenter les invités d'aujourd'hui. Vous avez eu déjà l'occasion de voir Madame la proviseure de notre lycée du Collège technique Petru Mușat, qui est ici à côté de nous. J'ai aussi l'honneur de présenter Madame Mariana Șovea, la directrice de l'Alliance française de Suceava, partenaire dans le cadre de notre projet. Elle va nous parler du projet de l'Alliance française et de son rôle dans la communauté francophone de notre région. Bonjour. L'invité d'honneur d'aujourd'hui est Monsieur Pascal Garnier. Bonjour. Membre fondateur de l'Alliance française, la personne qui a trouvé déjà sa voie dans le domaine du tourisme et qui nous fera découvrir aujourd'hui ce phénomène social, culturel et économique, le tourisme. Tout à fait. On a à côté de nous aussi Monsieur Guillaume Delemont, le coordinateur de notre projet, notre partenaire de France, qui est aussi directeur délégué aux formations technologiques du lycée Ambroise Paré. Madame Claudine Poutot, qui est conseillère d'orientation, psychologue, et nos chers amis de l'association Laval-Suceava, Madame Françoise Marchand, la présidente de l'association, et Janina Perca. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, nos élèves qui sont présents ici autour de nous, autour de moi et autour de Guillaume, et qui ont déjà participé tous à notre première rencontre en ligne. Je vais donner la parole à Madame Mariana Șovea, si elle veut bien nous parler des projets de l'Alliance française et du rôle de l'Alliance française dans notre région, dans la communauté francophone de notre région. Oui, bonjour à tous et merci à Daniela pour cette invitation et pour ce partenariat. Il faut dire que l'Alliance française de Suceava, elle est très jeune, donc nous venons en fait d'être créés le 25 mars cette année, mais nous avons en fait une activité assez longue, beaucoup de projets et d'activités que nous avons initiées au cours du temps parce que l'Alliance française de Suceava vient continuer en fait l'activité du bureau français de Suceava. Donc nous avons déjà, nos amis de Laval connaissent déjà, disons, l'activité, peut-être déjà l'activité de ce bureau de Suceava, qui a déjà presque 10 ans d'activité culturelle, éducative, des cours de français, mais aussi, disons, plusieurs projets assez importants que nous avons initiés avec d'autres institutions au bénéfice de la communauté de Suceava. Disons que nous sommes très contents d'être partenaires dans ce projet parce qu'à côté des cours de français que nous organisons, à côté des nombreuses activités culturelles et éducatives, à côté des stages de formation, nous voulons, disons, orienter nos actions vers la professionnalisation des jeunes, enfin des jeunes des lycées, mais aussi des étudiants. Et cette activité, disons, qui est organisée aujourd'hui, c'est ce qu'elle se propose, d'après ce que j'ai compris. Donc, nous sommes très contents d'être à côté de toute cette équipe et d'aider au déroulement de ce projet. Il faut dire que M. Pascal Garnier est un ancien ami de l'Alliance française, en fait un partenaire de l'Alliance, un membre de l'Alliance, de l'association l'Alliance française de Suceava depuis sa création. Donc, nous sommes très contents que ce soit lui, disons, la première personne qui organise cette activité dans le cadre de ce projet.
nous avons beaucoup de projets. Je pense qu'on pourrait peut-être organiser, comme j'ai compris de Daniela, que le temps est assez limité, à 1 heure. Je pense qu'on pourrait peut-être organiser une rencontre spéciale pour présenter l'équipe, les projets et les activités de l'Alliance française. Pour l'instant, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet et j'attends avec impatience cette activité, enfin la présentation de notre collègue et les activités qui vont suivre aussi. Bonne chance et nous sommes très contents d'être vos partenaires dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien et on sera ensemble dans plusieurs projets, on l'espère bien. Je passe la parole à notre invité d'honneur d'aujourd'hui, M. Pascal Garnier, qui va nous parler de son expérience personnelle dans le cadre du tourisme, des types de tourisme et des circuits touristiques en Bucovine qu'il a déjà organisés. Bon, merci. Merci pour cette invitation. J'espère que ma présentation va être intéressante pour les élèves. C'est bien sûr surtout pour eux que nous sommes ici aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. J'ai également une présentation avec notamment des images et quelques informations qui seront à l'écran, qui pourront permettre de fixer un petit peu ce que je vais dire, mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'être vraiment sur une discussion en liberté. Donc, je vais commencer par une présentation et après, bien sûr, les questions, n'importe quelle question pourra m'être posée. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc, je vais lancer la présentation en partageant mon écran. J'espère que ça va fonctionner tout de suite. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est parfait. À se voir. Okay. Donc, je lance en plein écran. Voilà. Donc, j'ai commencé par une photo avec moi et Daniela. Donc, sûrement, tout le monde se pose la question comment un Français arrive en Roumanie et quelles sont les raisons pour lesquelles il décide de rester en Roumanie. Donc, je vais raconter très succinctement mon histoire. En 1998, j'ai effectué un premier voyage en Roumanie en tant que touriste avec mes parents qui connaissaient déjà le pays. Et tout de suite, je suis tombé amoureux de cette région. La rencontre avec Daniela, que vous voyez à mes côtés, a été bien sûr un événement important pour prendre la décision de m'installer définitivement. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres facteurs. Derrière nous, il y a un monastère. Il s'agit du monastère de Putna. C'est le village où nous habitons, qui se trouve complètement au nord de la Roumanie. Je vais avoir une carte juste après. Qui est vraiment un lieu qui m'a tout de suite beaucoup plu. Un lieu avec beaucoup de nature autour, des grandes forêts, avec des moyennes montagnes, avec encore une vie rurale assez préservée. C'est vraiment ce que j'ai très apprécié en Roumanie lors de cette première visite. Donc, vous voyez la distance entre la France et la Roumanie, c'est 2400 km à vol d'oiseau. Donc, il faut prendre une décision vraiment définitive. On ne fait pas forcément des allers-retours très facilement entre les deux pays. Et donc, ça a été mon choix de m'installer définitivement en 2005, donc dans le village de Putna, qui se trouve donc ici dans le cercle orange. Vous voyez Putna avec la petite étoile. Donc, vraiment complètement au nord de la Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine. Peut-être que vous avez eu l'occasion déjà dans le cadre du projet d'étudier un petit peu cette carte. Suceava est à 70 km de notre village. Et donc, comme je le disais, c'est une région qui m'a tout de suite impressionné par sa diversité, par sa nature. Donc là, je reviens à la carte. Vous voyez toute la partie gauche de la carte, ce sont des montagnes. Alors, ce ne sont pas des montagnes qui sont très élevées, ce ne sont pas les Alpes, mais on arrive quand même à des altitudes autour de 2000 mètres.
mais la moyenne est plutôt autour de 1200-1300 mètres. Et c'est une région vraiment très, très agréable. La partie de droite, donc plus à l'est, elle est plutôt une zone de plaine. Donc nous avons vraiment des très, très beaux paysages avec, comme je disais, encore beaucoup d'activités agricoles, beaucoup de villages qui sont restés assez authentiques. Et c'est vraiment ce que moi j'ai découvert et ce que j'ai voulu transmettre ensuite. Donc la décision de créer une agence du tourisme est venue de là, en fait, est venue de ces différents voyages que j'ai faits entre 1998 et 2005. Et l'idée de Daniela de créer cette activité. Moi, j'ai fait une école des Beaux-Arts, en fait deux, celle de Limoges et celle de Nantes. Donc attiré bien sûr par tout ce qui est art en général, mais également architecture. Vraiment, ça a été un point de départ, cet amour pour le côté esthétique des choses, pour la poésie un petit peu de cette vie rurale qui existe encore en Roumanie. Et c'est ça qui m'a donné envie de lancer donc, cette agence spécifique sur ce type de tourisme-là, donc un tourisme culturel et nature en même temps. Donc le potentiel de la Roumanie est très très important dans ce domaine-là. Donc on parle bien sûr de la région où nous sommes installés, mais également en fait de toute la Roumanie. Donc ici vous avez une image en fond qui présente des montagnes un peu plus connues qui se trouvent dans le centre de la Roumanie. Ce sont les Carpates méridionales, la région de Transylvanie. Et vraiment, tout le pays propose des destinations vraiment très, très intéressantes. Alors, quand nous avons créé notre entreprise, plusieurs choix se sont posés à nous, soit de créer une entreprise en France et de venir en Roumanie avec nos clients, ou soit de la créer en Roumanie. Notre choix a été de la créer directement en Roumanie pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est très facile de créer une entreprise en Roumanie, et deux, aussi pour des raisons fiscales, pour des raisons administratives. Donc si en Roumanie, il n'y a pas forcément beaucoup d'aide à l'installation des entreprises, par contre, la fiscalité est plus avantageuse qu'en France. Donc ça a été un choix vraiment, comment dire, très matériel, très matérialiste. Par contre, c'est vrai qu'ensuite, dans le fonctionnement de l'entreprise, en Roumanie, c'est assez simple. Hein. On a quand même un système qui fonctionne assez bien, et pour la création d'entreprise elle-même, mais également pour ensuite tout ce qui est diplôme, tout ce qui est autorisation nécessaire de fonctionnement. Ça marche très bien. Donc, le tourisme, c'est une industrie très importante au niveau mondial. Au niveau de la Roumanie, c'est une industrie qui, pour l'accueil des touristes étrangers, est encore une petite destination. Donc, sur la totalité des touristes qui visitent la Roumanie, 85% sont des Roumains, seulement 15% sont des étrangers. Si on prend une comparaison avec la Bulgarie, c'est 50% de Bulgares et 50% d'étrangers. Donc, vous voyez que, par exemple, la Bulgarie est bien plus en avance par rapport à nous pour être une destination attractive pour les touristes. Ce n'est pas dû au manque d'intérêt du pays, mais c'est souvent une question d'organisation et surtout une question de promotion du pays. Malheureusement, en France, l'image de la Roumanie n'est pas forcément liée à la réalité. Et on a souvent une image assez déformée du pays, due à son histoire, et notamment l'histoire récente, l'histoire communiste, mais également en raison d'autres paramètres sociaux, notamment, qui malheureusement enlèvent un petit peu du caractère purement touristique lorsqu'on parle de la Roumanie comme une destination. Donc, je disais, donc, le tourisme est une grande industrie. Il y a beaucoup de services qui sont liés à cette industrie. Nous avons choisi d'être une agence réceptive, c'est-à-dire que nous nous occupons de recevoir
les touristes qui décident de visiter la Roumanie. Donc, nous n'avons pas d'agence, nous n'avons pas de lieu où les touristes peuvent venir nous voir, s'inscrire, ainsi de suite. Tout ce que nous faisons se fait soit par Internet, par l'intermédiaire de notre site, soit avec des agences partenaires que nous avons en France. Donc, agence réceptive, nous sommes créateurs de séjours. Donc, vous voyez, en Roumanie, mais également en République de Moldavie, en Ukraine, donc qui sont des pays à la frontière de la Roumanie. Et également, nous nous occupons de tout ce qui est mise en place du séjour lui-même. Donc, nous accompagnons, nous occupons bien sûr des réservations. Et nous avons également une spécificité par rapport à d'autres agences de tourisme. Nous organisons également des séjours avec randonnée. Donc, le pays s'y prête et il y a beaucoup de lieux très intéressants pour cela. Donc, quand on parle de conception de voyage, il est très important d'avoir une identité propre. Nous avons décidé de mettre en avant le côté rural, notamment le côté tourisme dans les régions qui ont notamment des villages intéressants, qui ont conservé encore une vie rurale impressionnante. Mais nous avons également beaucoup d'autres séjours. On va les voir par la suite rapidement au travers de photos. Donc, il y a beaucoup de voyages nature, comme je disais. Alors, randonnée, mais également des voyages sur l'observation de la nature. On a également des lieux très intéressants dans le pays. Donc, il faut bien sûr également avoir un tarif adapté. Donc, nous sommes en concurrence, la Roumanie, avec d'autres destinations d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Donc, il faut savoir s'aligner, il faut savoir être attractif au niveau de ces tarifs. Donc, nous devons à chaque fois étudier la concurrence, savoir un petit peu comment tout ça évolue pour rester compétitif. Je vous parlais également des réservations. Ça, c'est un gros travail. Donc, ces réservations se font soit auprès de partenaires que nous avons ici en Roumanie, des chambres d'hôtes, des sociétés de transport de personnes, ou alors avec des restaurants ou d'autres types de structures, ou alors pour des services particuliers comme des guides montagne dans des lieux où nous sommes moins spécialistes, par exemple. Et donc, il faut créer un réseau, en fait, très important de partenaires pour pouvoir ensuite offrir les séjours, les programmes les plus intéressants possibles. Également, quelque chose de très important pour nous, c'est de réduire les groupes entre 2 et 12 personnes, 15 personnes grand maximum. Nous considérons que plus les groupes sont réduits et plus il est facile pour nous et plus il est intéressant également pour nos clients d'avoir un séjour attractif, un séjour où on peut vraiment s'intéresser aux demandes de chacun, et ces demandes étant notamment liées à ce qu'ils veulent avoir comme information, à ce qu'ils veulent voir. Quand on a des groupes de 50 personnes, par exemple, il y a des agences qui sont spécialisées, bien sûr, dans ce type de groupe-là. Il est difficile de donner de l'attention à chacun d'entre eux sur une semaine, par exemple, alors que sur des petits groupes, on peut créer des liens très intéressants, et ça, c'est ce qui est vraiment un plus pour les petites agences comme nous. Et quand on reçoit des groupes plus restreints, c'est qu'on peut vraiment se créer ces liens qui deviennent des fois des liens d'amitié, qui peuvent permettre de fidéliser cette clientèle. Et nous avons eu même certains touristes qui sont revenus 4, 5, 6 fois en Roumanie pour à chaque fois visiter des régions différentes. Donc, on parlait également de la collaboration avec des agences partenaires. Même chose, le choix de notre identité, d'être une petite agence qui propose notamment des régions un petit peu moins connues ou d'aller dans les villages plus traditionnels, d'avoir aussi beaucoup de rencontres avec les habitants, fait que nous collaborons notamment avec des agences associatives. Donc, je peux en nommer 2, par exemple, une qui s'appelle Equitour, qui se trouve à Poitiers, une autre qui s'appelle Changeons le Monde, qui se trouve en Alsace. Donc, ces petites agences ont également elles-mêmes une identité particulière, proposant des séjours hors des sentiers battus, avec souvent l'idée d'avoir un côté, comment dire,
pas écologiste, mais en tout cas essayer de réduire au maximum, et ça c'est devenu beaucoup à la mode en France dans les dernières années, un impact le moins important sur l'environnement, donc des déplacements dans le pays les plus courts possibles, ainsi de suite. Donc il y a également toute une organisation qui est liée à ce type de séjour-là. Donc l'accompagnement des groupes est bien sûr une des activités les plus importantes que nous avons. Donc nous sommes soit guide, chauffeur. Donc moi et Daniela, nous ne sommes que deux dans notre agence. Daniela est également professeure de français ici dans le village de Poutna, où j'habite. Donc en fait, on va dire que Daniela travaille surtout l'été. Moi, ça va être sur toute l'année. Nous avons quelquefois des demandes également en hiver, des séjours thématiques, par exemple sur les fêtes de fin d'année, ou alors raquettes à neige, ou d'autres types de séjours spécifiques pour cette période. Et donc, il y a tout un travail également en amont, donc de repérage. Pendant en fait 2 ans avant de commencer notre activité, j'avais déjà commencé à faire des repérages de nombreux tracés, et également, bien sûr, d'avoir à chaque fois les étapes nécessaires pour pouvoir être hébergé, avoir la restauration pour que ces séjours soient viables. Alors, je vais passer rapidement sur la première partie de présentation du pays pour dire justement quel est le travail spécifique que nous avons réalisé donc, avant de nous lancer dans cette activité. Donc, nous avons reçu notre premier groupe en 2006. Donc, ça fait maintenant 15 ans. Le temps passe vite. Donc, vous voyez ici une carte de la Roumanie, avec carte géographique, avec les Carpates notamment, cet arc qui traverse toute la Roumanie du nord au sud, qui est donc un lieu, enfin, qui est comment dire, un aspect géographique qui, bien sûr, va donner un intérêt particulier pour la visite de ces régions. Donc, la montagne offre beaucoup de balades possibles, mais également un habitat, une vie particulière. Mais également, d'autres régions de la Roumanie sont très intéressantes, notamment liées au Danube, et là où le Danube se jette dans la mer Noire. Ça s'appelle le delta du Danube. J'aurai des photos juste après. Donc, nous avons identifié 6 grandes régions touristiques, mais il y en a en fait beaucoup plus. Mais ce sont celles que nous offrons, que nous avons dans notre catalogue mises en avant, on va dire. Après, nous proposons également beaucoup de séjours à la carte, où les personnes peuvent nous dire, ben voilà, je veux visiter telle région, j'ai 4 jours, ou j'ai 8 jours, ou j'ai 15 jours. Et donc, on peut faire ensuite des programmes en fonction des demandes de chacun. Mais en tout cas, ces 6 régions sont vraiment celles que nous mettons le plus en avant. Donc, il y a bien sûr Bucarest, qui est la capitale. C'est une ville, comme je disais, nous, on se concentre surtout sur les zones rurales, mais c'est là où se trouve l'aéroport principal de Roumanie. Donc, pour certains séjours, c'est un lieu incontournable et nous en profitons pour le visiter. Donc, il y a un patrimoine intéressant. Mais très vite, dès que l'on sort de Bucarest, on peut trouver des régions montagneuses avec un patrimoine vraiment exceptionnel. Là, par exemple, c'est le château de Pélèche qui fait partie des 10 plus beaux châteaux d'Europe. Donc, c'est vraiment un patrimoine de type, de qualité supérieure, qui est vraiment au niveau européen et qui, pour nous, est un lieu vraiment très intéressant à visiter, et notamment pour parler de l'histoire un peu plus récente de la Roumanie. Il y a la Transylvanie, qui est, on va dire, une des perles, donc qui se trouve dans le centre du pays, qui est l'une des perles de la Roumanie, peut-être la région la plus connue lorsqu'on parle de la Roumanie à l'étranger. La Roumanie, la Transylvanie et les Carpates. Alors pourquoi? Parce que la Transylvanie, beaucoup ont entendu parler par le biais du roman Dracula. Alors la Transylvanie, c'est un paysage en partie de montagne, que vous voyez ici, avec des points culminants à 2500, un point culminant à 2544 mètres, avec beaucoup d'endroits vraiment qui
parle de mythes, de légendes, où on peut raconter énormément de choses à nos clients. Avec également des villes très intéressantes, des villes médiévales, donc Brasov, Sighisoara ici, Sibiu, qui sont dans le cadre de Sighisoara, qui est la faune de gauche, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la Roumanie a un patrimoine inscrit à l'UNESCO très très riche. Dans quasiment toutes les régions du pays, on peut trouver soit des bâtiments anciens, mais également des zones naturelles qui ont été classées au site mondial. Alors, il y a également des très très beaux villages, comme je vous ai dit, c'est ce qui m'a vraiment très attiré lors de mes premières visites, avec une architecture ancienne. Ici, ce sont des maisons qui sont du 18e, 19e siècle, et qui sont liées également à la multiculturalité de la Roumanie. Ça, c'est également un aspect très particulier de ce pays, contrairement à d'autres voisins. La Roumanie a eu des populations très importantes germaniques, mais également hongroises, ukrainiennes, même italiennes, croates, ainsi de suite. Donc vraiment un mélange de population qui a eu un impact très important sur l'aspect actuel de la Roumanie, au point de vue de l'architecture, mais également de certaines traditions de la culture en général. Donc ici, notamment en Transylvanie, c'est dans le centre de la Transylvanie, c'est la culture allemande qui est visible et que nous mettons en avant. Donc c'est une vie rurale encore assez préservée. Donc on peut le voir ici avec l'image de ces animaux qui rentrent le soir. Et également un patrimoine très riche au niveau des constructions religieuses ou militaires. Ici, c'est un peu des deux. C'est une église fortifiée saxonne, donc allemande, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est l'une des 7 églises fortifiées paysannes. Donc c'était construite en général par les habitants eux-mêmes. Donc l'une des 7 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a également le château de Bran, qui est attaché à la légende de Dracula. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais beaucoup en effet visitent cette région pour ce lien avec Dracula. Dracula étant un personnage historique qui a réellement existé, qui était un prince roumain, mais qui n'a rien à voir en fait avec le vampire et avec le personnage qui est présent dans le roman de Bram Stoker, qui lui était irlandais, n'a jamais mis les pieds en Roumanie, mais en tout cas a utilisé ce lieu géographique pour amener un petit peu plus de folklore à son roman. Voilà d'autres endroits de Transylvanie très intéressants, beaucoup de lieux naturels particuliers. Alors, le Danube, j'en parlais tout à l'heure. Donc, le Danube, c'est 2000 km environ en Roumanie, 1000 km, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis 2000 km, 1000 km en Roumanie, avec des défilés, notamment à l'entrée dans le pays, en frontière avec la Serbie, mais surtout le delta du Danube. Donc ça, c'est un autre aspect de notre travail. Je vous ai dit, donc il y a les visites culturelles, les villages, le patrimoine, mais également les visites de lieux naturels, comme cette réserve de la biosphère, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le 2e plus grand delta d'Europe, et qui est surtout une réserve pour la faune et la flore extraordinaire. Donc on s'y balade en petite barque et on peut faire l'observation. Donc soit on y va avec des photographes, certains qui sont souvent des photographes amateurs, passionnés d'ornithologie, et notamment bien sûr pour faire des photos des oiseaux qui sont vraiment extraordinaires dans ce delta avec de nombreuses espèces. Donc ça fait aussi partie de notre formation obligatoire lorsqu'on est guide généraliste sur la Roumanie, c'est de connaître ces espèces d'oiseaux, de pouvoir donner des informations sur leur alimentation, sur la reproduction, ainsi de suite. Donc en fait, il faut être un petit peu spécialisé en tout. Alors on n'est pas non plus ornithologue, donc on a également des guides locaux, des partenaires locaux qui, eux, peuvent donner des informations encore plus détaillées sur
sur ces endroits, qui sont en plus en général natifs, donc qui peuvent en même temps parler de beaucoup d'autres choses. Il y a très peu de touristes qui sont axés sur un seul aspect de visite du pays. La plupart veulent avoir des informations sur quasiment tous les domaines d'intérêt. Et donc, en fait, il faut être capable de répondre quasiment à toutes les questions, ce qui est impossible. Mais l'idée, c'est de pouvoir répondre au maximum. Alors, je ne vous cacherai pas qu'au début, en 2006, il y avait beaucoup de questions qui m'étonnaient énormément, des zones d'intérêt vraiment étonnantes. Mais avec l'expérience, bien sûr, on apprend tout ça et bien sûr, ensuite, on est capable d'amener ces réponses. Donc, le delta est très intéressant, je vous disais, pour toute cette faune ornithologique. Il y a plus de 300 espèces d'oiseaux migrateurs. Donc, on voit ici une spatule, par exemple. Et donc, on peut faire des observations vraiment extraordinaires en voyant beaucoup de détails sur ces oiseaux. C'est vraiment un endroit très, très passionnant, ce delta. En tant que guide, on est vraiment très chanceux par ce métier de pouvoir voir des lieux extraordinaires et les revoir très régulièrement. Alors, un des oiseaux les plus emblématiques du delta, c'est le pélican. Donc, c'est la plus grande population de pélicans en Europe qui se trouve dans le delta et qui est bien sûr un oiseau qui enchante à chaque fois les touristes qui viennent dans le delta. Donc, c'est un métier assez facile lorsqu'on accompagne, au moment de l'accompagnement, parce que le pays est tellement beau, il y a tellement de choses intéressantes que tout le monde est conquis. Donc, ici, on voit l'habitat spécifique du delta. On voit également les plats spécifiques dans une zone qui est aquatique, donc beaucoup de plats à base de poissons. Donc, la gastronomie est également un point important lorsqu'on fait découvrir un pays. Ça fait partie, bien sûr, du plaisir. Je vais passer maintenant aux deux dernières régions, celle du nord. Donc, on a ici le Maramuresh, qui, avec la Bucovine, donc nous sommes, donc Suceava et Putna, sont les deux régions les plus traditionnelles du pays. Donc, plus traditionnelles, on va le voir notamment au travers de l'habitat et également du costume populaire et autres. Alors, le paysage, très important toujours. Un beau pays se doit d'avoir un paysage varié et encore conservé, bien conservé. C'est encore le cas dans beaucoup de régions de Roumanie, où les villages également s'intègrent bien dans ce paysage. Donc, beaucoup de constructions en bois dans le nord du pays. Ici, dans le centre et dans le sud, on a beaucoup de constructions qui sont en briques ou en pierre. Vraiment, le nord du pays, c'est le pays du bois. Donc, on voit des portails sculptés, par exemple, comme ici à droite. Et également, encore beaucoup de traditions ou de moments dans la vie du village où les gens portent le costume populaire, comme vous pouvez le voir à gauche. Donc, je reviendrai un petit peu sur ces moments. Ici, vous avez une église traditionnelle spécifique pour le Maramuresh. Donc, vous voyez encore à nouveau le travail du bois. Ce sont des églises qui sont en général du 15e, 16e siècle, certaines du 18e siècle. Voilà, encore quelques maisons traditionnelles. Alors, bien sûr, j'ai sélectionné des photos. Il y a beaucoup de maisons modernes, bien entendu. Le pays a beaucoup évolué dans les 30 dernières années. On trouve encore quelques maisons qui parlent de cette histoire spécifique de cette région et notamment liée à cette tradition du travail du bois. Un lieu très intéressant qui est l'un des endroits les plus visités du pays. C'est le cimetière joyeux, le célèbre cimetière joyeux de Sapienza. Vous voyez ici ces croix sculptées et peintes en bleu qui racontent l'histoire en fait des personnes qui sont enterrées, qui sont décédées. Et c'est vraiment un lieu unique au monde et qui est classé d'ailleurs parmi les 5 espaces funéraires particuliers au monde, donc avec la Vallée des Rois par exemple en Égypte. Et ici, c'est un endroit très visité. Il y a des visiteurs du monde entier, des Japonais, des Chinois, Amérique du Sud, vraiment du monde entier qui viennent ici.
L'artisanat est très important. Donc, on voit ici le tissage, par exemple. On a parlé du travail du bois. On voit ici la sculpture de portail. Donc, encore un artisanat vivant, populaire, vivant. Ici, le travail de la laine avant de tisser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore assez particulier en Roumanie, c'est que cet artisanat se fait encore en famille. En France, on a des artisans maintenant, professionnels, et l'artisanat a quitté l'espace familial. En Roumanie, encore, c'est en train de disparaître malheureusement également. Les jeunes veulent une vie de plus en plus moderne, mais quand même, on trouve toujours cet art populaire assez vivant. On passe enfin à la Bucovine, avec à nouveau une photo de paysage pour montrer l'intérêt de cette région, de ce point de vue. Donc, on voit ici la zone géographique. Donc, la Bucovine, qui est notamment connue pour ses monastères, qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO, pour les fresques qui se trouvent à l'extérieur des églises, mais également à l'intérieur des églises. Donc, nous en avons 8 qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, des fresques extraordinaires qui permettent de parler, bien sûr, du côté de la religion, du côté spirituel. La Roumanie est un pays chrétien orthodoxe, où l'orthodoxie et la religion est très, très important encore aujourd'hui. Donc, les gens sont encore très croyants. Et donc, cet aspect, pour comprendre la Roumanie et les Roumains, est très important à présenter à nos touristes, et notamment dans cette région. Vous voyez des fresques extraordinaires qui datent en général du XVIe siècle. Nous avons également un habitat très intéressant qui a été préservé. La ville de Suceava, qui a comme un intérêt principal, c'est la citadelle, qui a été restaurée assez récemment en partie avec des fonds européens, avec des nouvelles expositions à l'intérieur, qui est en fait le lieu de pouvoir du Moyen-Âge, des princes de cette région. Et donc, c'est un endroit qui est très intéressant aussi pour parler de l'histoire médiévale de la région et du pays en général. Voilà, je parlais des villages de Bucovine. Vous voyez ces maisons en bois, on le voit très bien ici. La toiture également est en bois, avec beaucoup de façades décorées. Donc ça aussi, quelque chose de très intéressant, toute cette couleur, tous ces motifs qui sont des symboles et qui veulent dire quelque chose. Hein. Ce n'est pas un hasard si on réalise des fleurs ou d'autres types de symboles. À chaque fois, il y a une raison. Donc on explique tout ça également à nos touristes. Les intérieurs, très colorés également. Et l'artisanat, très intéressant également en Bucovine, différent d'autres régions, avec notamment la décoration des œufs que vous voyez ici. Même chose, les symboles ont une signification. Tout ça doit être expliqué. Donc, nous organisons des démonstrations où, vous voyez ici, chaque étape est réalisée par l'artisan. Donc, ça dure à peu près 45 minutes. Et les gens peuvent voir vraiment comment ça se réalise de A à Z. Et c'est un moment extraordinaire. Et en plus, ça pousse les gens à acheter en général. Donc, cette démonstration a aussi pour but que les artisans puissent en vivre. Et donc, c'est très rare qu'une personne ne parte pas avec au moins un œuf en souvenir, un œuf décoré. C'est toujours plus intéressant d'avoir comme souvenir quelque chose que l'on a vu réaliser et non pas quelque chose qui est un simple objet décoratif. Ici, vraiment, on raconte une histoire à chaque fois. En parlant de l'artisan qui réalise, mais également de l'histoire de cette tradition, des raisons de chaque symbole, ainsi de suite. Donc, on a également un autre artisanat spécifique au nord de la Roumanie, enfin notre région, c'est la céramique noire, qui est unique en Europe comme technique. Voilà, donc je parlais également des randonnées, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très mis en avant dans certains de nos programmes. En France, il y a plus de 10 millions de personnes qui pratiquent la randonnée, donc il s'agit d'un public très important, et beaucoup de personnes veulent voyager, mais en même temps donc découvrir le patrimoine d'un pays, mais aussi marcher, aussi voir les paysages naturels. Donc c'est également important d'avoir cette offre pour nous. Voilà, avec une flore toujours très intéressante. Et surtout, la Roumanie, dans ce domaine-là, justement, des découvertes nature, propose des choses très particulières, notamment
vous voyez ici cette faune variée, mais avec certaines espèces qui sont plus difficilement visibles dans d'autres régions de l'Europe. Donc, nous avons notamment les plus grandes populations d'ours d'Europe, de loups et également de lynx, avec également les plus gros spécimens, et notamment l'ours brun que vous voyez ici. Alors, il y a des zones d'observation qui ont été réalisées dans certaines régions du pays, notamment dans le centre du pays, en Transylvanie. Et on peut, et j'ai prévu ça d'ailleurs dans une semaine avec un groupe, nous allons aller observer des ours dans une cabane qui a été spécialement aménagée pour ça, donc dans une zone d'habitat où on les attire régulièrement avec de la nourriture et où on est quasiment certain de pouvoir les observer. En dehors de ça, on fait randonnée depuis 15 ans. Je ne suis jamais tombé sur un ours dans les forêts de Roumanie, dans les montagnes de Roumanie. Donc, il n'y a pas de danger particulier. Alors, ce n'est pas impossible de le rencontrer, bien sûr, mais les chances sont assez réduites. Alors, je vais finir très rapidement. Donc, la vie rurale, comme je disais, encore très vivante. On utilise encore beaucoup de techniques anciennes pour le travail des terres agricoles. La charrue, la faux, la charrette, très importante. On a encore beaucoup de chevaux, notamment dans le nord du pays, même si ça a beaucoup, même s'il y en a moins qu'avant. Donc, on organise également, pour certaines personnes qui désirent, des balades en charrette. Le cheval, ici, on a toujours bien plus à droite. On visite également les bergeries, par exemple, qui sont également un atout extraordinaire pour ce pays, pour toute cette vie pastorale qui a encore été conservée, qui est une vraie poésie pour moi, à ciel ouvert. Les marchés également sont des lieux très intéressants à visiter, où on peut voir comment l'économie locale fonctionne, notamment sur les produits agricoles, mais également les animaux. On voit ici encore beaucoup d'animaux qui sont vendus. La gastronomie, donc on voit ces animaux et après on les déguste, avec des plats qu'on met en avant, comme les sarmalés par exemple, les feuilles de chou farcies, un des plats les plus emblématiques dans le pays, et également les soupes, très très nombreuses, très riches, très variées, qui sont très très bonnes, et des bons desserts comme les gogoches à droite, des sortes de beignets. Voilà. Les traditions, j'ai dit que le costume populaire a encore très très porté, notamment dans les régions du Nord, par les enfants. Donc il y a beaucoup d'événements où ils ont l'occasion de porter ce costume, qui soit se transmet de génération en génération, ou soit encore aujourd'hui, des gens les confectionnent. Donc c'est aussi intéressant, on peut voir ces ateliers, ces artisans. Chaque région a son costume, mais également, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça permet également d'identifier d'autres ethnies. Donc ça, c'est le costume du Maramuresh. Donc, par exemple, ici, on a les costumes polonais. Donc on a encore des populations polonaises ici dans le pays, notamment dans notre région, ici au nord. Ici, ce sont des Ukrainiens de Roumanie qui mettent en avant leur folklore. Ici, on est revenu à un costume spécifique pour notre région, pour les Roumains de Bucovine. La musique, très importante. Les mariages, dont certains peuvent être encore traditionnels, avec le costume populaire, avec la musique populaire. Donc on a beaucoup de festivals, beaucoup d'événements culturels, notamment liés à la musique, aux chants. Les chants populaires roumains sont très très importants. Également le calendrier religieux. Ici on a les fêtes de Pâques, toujours une ambiance extraordinaire. Donc on met aussi en avant dans nos catalogues ces périodes particulières. Donc on a des séjours spécifiques pour Pâques, pour Noël et le Nouvel An. Donc Pâques, voilà, des images spécifiques de ces fêtes. Donc ici, il s'agit des concerts de Noël, donc à nouveau, costume populaire. Ici, c'est le Nouvel An, avec beaucoup de traditions. Donc c'est un pays où on a encore conservé beaucoup de traditions, avec une sorte de théâtre populaire. Donc ça se fait soit dans les rues, soit sous forme de spectacle, dans les villes, avec l'ours très important ici à droite, qui est symbole de la force de la nature. Et puis beaucoup d'autres éléments qui sont liés à cette
à cette période. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je pensais aller beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est le temps de lancer les questions. Donc, je vous invite à poser des questions concernant soit la création d'entreprise, soit ce qui a été lié aux découvertes que nous avons faites pour justement enrichir notre activité ou n'importe quelle autre question. N'hésitez pas. Oui, Monsieur Garnier, vous nous entendez? Oui, maintenant oui. D'abord, merci pour votre intervention d'une grande qualité. Alors, on n'a pas du tout de représentation de la Roumanie, parce que vous savez qu'en France, il y a effectivement une représentation de la Roumanie qui est un peu erronée. Donc, ça nous a permis d'avoir ici une présentation touristique de la Roumanie qui est pas du tout celle que l'on attendait. Hein, donc, c'est parfait, avec plutôt quelque chose de très attrayant. On a eu la dernière fois avec Daniela également la possibilité de découvrir tout ce qui était interculturel, la culture roumaine. Donc là, on a un complément d'information qui est particulièrement pertinent. Moi, j'avais deux questions à vous poser. D'abord, quels étaient les freins à l'entrepreneuriat? Ce sont des élèves qui vont s'orienter en Europe. On va essayer de les inciter à aller s'orienter en Europe, même si ce ne sera pas une fin en soi. Elles auront le droit de s'orienter en France. Mais quels sont les freins à l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui caractérise le travail en Roumanie et la scolarité? Quel est le plus en Roumanie par rapport au travail et par rapport à la scolarité? Alors, les freins sont bien sûr spécifiques à chaque activité et à chaque taille d'entreprise. Pour nous, le et qui peut exister aussi dans l'avenir, est lié notamment à des possibilités de financement de certains projets, de certains investissements. Ici, les taux d'intérêt sont bien plus élevés qu'en France. Suivant le type d'emprunt, on peut dépasser même les bourses de intérêt. Donc, c'est des fois un frein important à certains investissements. Il y a des fonds européens qui existent. Là, même chose. Le frein vient notamment du système administratif roumain qui est lent, lourd et peut poser des problèmes justement à l'accès à ces financements. Je connais beaucoup de personnes qui malheureusement ont abandonné certains projets assez rapidement à cause de ces difficultés justement à avoir ces lignes de financement. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont lancées par le gouvernement roumain, notamment vers les jeunes, malgré tout, l'ambiance générale en Roumanie fait que ces investissements sont encore trop peu nombreux. Alors, il y a quand même des cas heureux. Récemment, j'ai eu un contact avec une personne, donc elle est roumaine, lui français, ils habitent en France et ils viennent de lancer une entreprise en Roumanie. Elle réalise des céramiques, donc elle est artisan, et a lancé donc cette entreprise ici avec des fonds européens. Donc comme quoi ça fonctionne. Ils ont eu d'ailleurs très récemment, ils ont été obligés de venir en Roumanie pour recevoir passer une sorte de contrôle de leurs activités, notamment de l'utilisation des fonds européens. Et ça s'est très bien passé. Je leur ai posé la question. Ils n'ont pas senti de pression forte qui pourrait donc freiner leur développement. Donc voilà, il y a quand même, bien sûr, beaucoup de choses possibles, mais le fonctionnement de l'administration roumaine n'est pas exactement le même que l'administration française.
Donc, il faut s'armer de patience. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris d'ailleurs lors de mes 2 premières années d'activité et pour créer également l'entreprise. C'est la patience. Tout ici va un petit peu plus lentement et pour des fois obtenir certaines informations, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on se débrouille. C'est un pays où vraiment on peut obtenir plusieurs portes d'entrée pour trouver une solution. Souvent en France, on a un cadre rigide. Ici en Roumanie, c'est beaucoup moins rigide. Donc ça peut être aussi un aspect positif. Concernant la scolarisation, ici on a un petit problème au niveau de la formation professionnelle. Il y a les écoles professionnelles ont été fermées. On a envoyé quasiment tous les élèves vers l'enseignement général. Et donc, dans certains domaines d'activité, on a un problème pour trouver des personnes formées professionnellement, y compris dans le domaine du tourisme. Et on a un autre souci, c'est lié aux salaires roumains qui ne sont pas, bien sûr, au niveau des salaires que l'on trouve à l'Ouest, en Europe de l'Ouest. Et donc, beaucoup de main-d'œuvre qui part à l'étranger. Donc, on a plus de 5 millions de Roumains sur à peu près 19 millions et demi, 20 millions d'habitants qui sont à l'étranger. Donc, c'est un manque de main-d'œuvre très important. Et il est des fois très difficile pour une entreprise de conserver les personnes qu'il a pu former en entreprise parce qu'ils sont attirés par des salaires plus importants à l'étranger. Les choses commencent à changer petit à petit. Donc, les salaires en Roumanie ont quand même bien évolué, bien augmenté depuis maintenant une quinzaine d'années. Pas encore pour être au niveau de ceux des salaires français, anglais, allemands ou autres, mais en tout cas liés au coût de la vie en Roumanie, même si on a un salaire moins important, on peut tout à fait avoir un niveau de vie correct. Donc, j'estime, ça c'est une estimation, qu'un salaire autour de 1 000 € en Roumanie peut être l'équivalent d'un salaire de 1 700, 1 800 € en France au niveau pouvoir d'achat. Donc ça dépend aussi bien sûr où on vit, hein, si on vit dans une ville ou dans un village, le coût de la vie est différent, mais un salaire en Roumanie de 1 000 € est un salaire qui déjà est intéressant. Je voudrais vous remercier pour cette présentation si fidèle et en même temps si passionnée de notre région. Avec mes élèves, nous avons revécu les moments des voyages qu'on a fait dans notre région et dans tous les pays. Et ça a été pour nous une vraie expérience de revivre tous ces moments de voyage en Bucovine, mais aussi en Roumanie. C'est vrai que pour beaucoup de Roumains, la Roumanie, leur pays, quelquefois, comment dire, la comparaison avec d'autres pays beaucoup plus connus d'un point de vue touristique, et certains ont tendance, et puis même aussi d'un point de vue économique, bien entendu au niveau développement économique, fait que beaucoup de Roumains ont tendance à rabaisser un petit peu l'intérêt de leur propre pays, même s'il y a quand même un patriotisme important en Roumanie. Et il faut sans cesse rappeler que justement la Roumanie est vraiment une destination de niveau européen et international même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de honte à avoir, à se présenter. Nous, on a participé à plusieurs foires de tourisme, c'est pas foire en français, de tourisme en roumain, à des salons du tourisme, voilà, ça me revient, donc on est en concurrence avec d'autres destinations beaucoup plus développées, avec une histoire beaucoup plus longue de promotion touristique, mais la Roumanie tient la comparaison sans aucun problème. Je peux dire, et même en ayant rencontré des gens qui ont visité la Roumanie par eux-mêmes sans passer par notre agence, que la Roumanie a un taux de satisfaction
qui atteint quasiment 100%. C'est-à-dire que les gens qui viennent sont vraiment impressionnés par le pays, par les gens, par l'accueil, par la chaleur de l'accueil, et par les conditions de voyage, c'est-à-dire au niveau sécurité, au niveau conditions sanitaires, que ce soit dans les hébergements, les restaurants, ainsi de suite. Vraiment, c'est un pays qui propose des conditions de voyage de top. On peut trouver tous les types d'hébergements. Nous, on met en avant, bien sûr, les chambres d'hôtes, notamment chez l'habitant, mais on peut trouver aussi du 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec y compris des spas de dernière génération, pour ceux qui veulent faire jacuzzi, piscine, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est un pays qui est adapté à tous les types de tourisme, et pour tous les types de touristes, parce que vraiment, il y a des touristes très différents. On a choisi de s'adresser à un public qui est plus vers la découverte du patrimoine, de la culture, ainsi de suite. Mais la Roumanie peut accueillir tout à fait des gens qui viennent plus pour se relaxer ou pour… il y a par exemple un touriste qui s'est beaucoup développé à Bucarest, un touriste de week-end pour faire la fête. Beaucoup de jeunes viennent parce que c'est moins cher, beaucoup moins cher, et la vie nocturne est très, très active à Bucarest, et également un autre tourisme de festival qui s'est développé notamment dans l'ouest du pays, avec maintenant parmi les plus grands festivals d'Europe qui sont organisés. Alors il y en a, le plus grand est en Hongrie, mais des très grands festivals de musique électronique notamment sont organisés dans la région de Cluj-Napoca, donc c'est dans l'ouest du pays, qui attirent des jeunes de toute l'Europe, pareil avec des tarifs forcément plus intéressants. Au lieu de dépenser, je ne sais pas, 200-300 € pour un festival de 2 jours, on peut rester à un festival pour 4-5 jours en Roumanie pour le même coût, ce qui est bien sûr très attractif pour beaucoup de jeunes. Donc vraiment, la Roumanie développe énormément de types de tourisme différents par région en fonction justement du potentiel de chacune. Et c'est ce que nous, les agences, on essaye justement de mettre en avant, ou alors même de créer. Alors, j'ai une photo ici, je ne sais pas si mon écran est toujours partagé, d'une maison traditionnelle qui devait être détruite dans mon village, que j'ai achetée et qu'on est en train de remonter pour en faire un musée dédié aux techniques de construction traditionnelles. On fait ça sous la forme de chantier également, avec des bénévoles qui viennent nous aider. Donc l'idée étant également, non seulement d'être une agence met en avant le potentiel du pays, mais on veut également être acteur, on veut également rendre des lieux encore plus intéressants qu'ils n'étaient auparavant. Donc la maison maintenant ressemble à ça, donc avec un intérieur traditionnel, pour donner encore plus d'intérêt à chaque lieu visité. On a également un autre projet que l'on mène parce qu'on est membre de l'association pour le tourisme de Bukovine, qui est une association professionnelle de tourisme dans notre région ici. Et on est en train de développer un sentier touristique, par exemple, qui met en avant une certaine culture, une ethnie qui se trouve dans le nord-est de notre région, qui s'appelle les Hutsul, qui est une ethnie assez mystérieuse, slave, qui ne sont pas vraiment ukrainiens, qui sont un petit peu… Et surtout, c'est une culture de montagne. C'est d'ailleurs les seuls villages de montagne que l'on trouve ici dans notre région. Et donc, on veut mettre en avant ce territoire, les gens qui y habitent, l'architecture, bien entendu, la gastronomie, au travers de ces sentiers de randonnée. C'est à peu près 170 km que l'on veut créer. Sachant que ça se développe beaucoup. Donc, on parlait des touristes étrangers, dont une partie est intéressée, une bonne partie est intéressée par les randonnées. Mais petit à petit, il y a un public roumain également en train de se créer. Donc, c'est à nous aussi de profiter de tout ça et de permettre aux locaux de faire partie de cette nouvelle économie qui est en train de se développer, de tourisme que l'on peut appeler tourisme durable, en mettant en avant donc le potentiel local, les produits locaux, l'architecture locale, ainsi de suite, pour conserver en fait ce qui fait la beauté de ces pays. Parce que si jamais on ne fait pas ça, malheureusement, qu'est-ce qui va remplacer ces endroits? Soit ça va être déserté complètement et donc tout tomber en ruine, ou alors ça va être
remplacées par des choses modernes. Donc, l'idée du tourisme, c'est aussi de pouvoir conserver ces territoires, ce qu'on appelle le paysage culturel, c'est le terme officiel, pour pouvoir conserver ces territoires et conserver notamment leur spécificité, leur identité particulière. Monsieur Garnier, j'ai une question d'une élève, si vous le permettez. Oui. Est-ce qu'il y a des stations de ski en Roumanie ou pas? Alors oui, je n'ai pas parlé de cet aspect-là parce que ce n'est pas notre spécialité, mais en effet, il y a des stations de ski. Les plus importantes se trouvent dans le centre du pays, en Transylvanie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y avait les montagnes les plus hautes, avec des points culminants qui dépassent les 2500 mètres. Là, il y a les stations de ski les plus importantes. Alors, on ne peut pas les comparer avec les stations de ski françaises, italiennes, autrichiennes, allemandes, surtout autrichiennes, qui ont quelquefois plus de 100 km de piste. Ici, on est autour de 40-50 km de piste pour les stations les plus importantes. Une des plus connues étant Poiana Brasov, qui se trouve juste à côté de la ville de Brasov, donc dans les Carpates méridionales. Voilà, mais il y a des stations de ski dans quasiment toutes les zones de montagne. Nous, par exemple, ici dans notre département, nous avons deux plus importantes, Vatra Dornei notamment, et à moindre mesure que Câmpul Moldovenesc. Mais au total, on a six stations, mais deux plus importantes, on va dire. L'une d'elles, Vatra Dornei, propose autour de 20 km de piste. Voilà. Donc, ce ne sont pas des grands domaines skiables, mais ça existe. Le problème que l'on a, comme partout en Europe, c'est le problème d'enneigement. Avec les changements climatiques, c'est un tourisme qui, on espère, va pouvoir durer, mais il faut trouver des alternatives. Donc, en France, par exemple, on a transformé beaucoup de stations de ski également pour être attractives l'été. Ici encore, en Roumanie, on est encore au début de tout ça, mais ça va venir également. Donc, ils ont par exemple des installations de bob ou de luge, je ne sais pas comment dire, sur des rails, donc qui peuvent fonctionner tout le temps. Ils ont commencé aussi à faire des parcs d'aventure, parcs acrobranche. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en montagne également l'été. Monsieur Garnier, si je peux me permettre, je voudrais vous remercier de cette présentation de la Roumanie. Moi, je suis tombée amoureuse de la Roumanie il y a 11 ans. Étant à l'époque adjointe au maire en charge des relations internationales, je suis aujourd'hui présidente du comité Laval-Suceava. Je salue Daniela, mon homologue roumaine, et je me suis vraiment régalée à voir votre présentation. Et vous avez raison, les Roumains que nous rencontrons en France se demandent parfois pourquoi on aime la Roumanie, et ça ne s'explique pas. On tombe amoureux de la Roumanie, et puis voilà. Et on y va, et on a envie d'y retourner, on y retourne. Et c'est un grand bonheur de retourner en Roumanie. Alors oui, c'est une question aussi que beaucoup de Roumains posent ici. Pourquoi je reste en Roumanie? Oui, pourquoi on s'intéresse? Alors ils peuvent se dire, bon, par accident, on arrive ici, on a rencontré une personne, voilà, bon, c'est pour ça qu'on est là. Mais beaucoup se demandent pourquoi on reste aussi longtemps. J'ai essayé de trouver une réponse simple, c'est jamais trouvé, mais ce qui me paraît le plus juste pour moi, en tout cas pour mon cas personnel, c'est qu'en Roumanie, je me sens plus vivant. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus, comment dire, tout est beaucoup plus profond. Je parle par exemple des fêtes. Les fêtes en Roumanie, comme les fêtes de fin d'année, ici, il y a vraiment énormément de symboles autour de ces fêtes. En France, c'est devenu quelque chose très lié à la consommation, à quelques petits symboles qui sont restés, comme le sapin, ainsi de suite. Ici, en Roumanie, c'est beaucoup plus profond, il y a beaucoup un substrat culturel beaucoup plus important. Même si je ne suis pas religieux, si je ne suis pas né avec cette culture-là, ainsi de suite, quand même, on sent une vibration particulière. Et en plus, à côté de cette vibration-là, moi, ce que j'ai adoré, justement, quand je suis venu les premières fois, de voir ces charrettes, les gens travailler dans les champs, même s'il y en a beaucoup moins maintenant qui travaillent de manière archaïque, il y a des tracteurs, des choses comme ça, mais on voit quand même ça aujourd'hui. Mais aussi, ce qui est important, c'est
tous les projets que l'on peut mettre en place ici, des choses qui sont déjà… Il y a beaucoup de sentiers battus en France. Dans la protection du patrimoine, il y a beaucoup d'associations dans ce domaine. L'État lui-même fait des choses. Ici, on est au début de beaucoup de choses. Alors, c'est un aspect positif, parce que justement, on peut se lancer dans énormément de projets, notamment la restauration. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai les doigts blessés. Je suis en train de travailler à cette maison traditionnelle que j'ai présentée avant. Et donc, voilà, c'est travail manuel. Mais c'est des choses que je n'ai jamais fait en France. Je pense, vous voyez mon écran. Par exemple, ici, c'était un chantier que nous avons organisé pour faire le torchis à l'intérieur de cette maison traditionnelle. Nous avons dû mélanger la terre avec de la paille, ainsi de suite. Donc, on a fait venir pour ça des volontaires, quelques personnes du village qui connaissaient cette activité. Mais la plupart du temps, enfin, la plupart des gens ont découvert complètement cette activité. C'est une expérience que jamais je n'aurais pu vivre en France. Et c'est des choses que je vis ici qui permettent de créer des liens avec les gens, d'autres personnes qui sont donc passionnées de cet artisanat populaire, des gens qui connaissent certains métiers, qui permettent donc de les transmettre. C'est vraiment des moments que je n'aurais jamais vécu en France. Donc, c'est ce que je disais, en Roumanie, je me sens plus vivant. Si je mets ma casquette de vice-présidente de la Maison de l'Europe en Mayenne, en 2014, nous avions organisé un Europa Festival qui regroupait les jeunes de tous les comités de jumelage de la Mayenne. Des jeunes de Suceava devaient venir, ça ne s'est pas fait, et ce sont des jeunes de Putna qui sont venus. Il y avait 2 quarts de jeunes de Putna qui sont venus participer avec d'autres jeunes de partout à des activités. Ils ont fait des ateliers cuisine, ils ont fait des ateliers tag, ils ont tout fait. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'était, je crois, en 2014. La Maison de l'Europe était jumelée avec Putna. Vous êtes sûr que il y a plusieurs Putna en Roumanie? Non, non, c'est ce Putna en Bucovine. D'accord. Ça s'est fait alors peut-être par l'école? Oui, ça s'est fait par l'école. Non, je n'ai pas été associé à ce projet. Alors nous-mêmes, on est jumelés avec la ville de Montmorillon, dont je suis originaire, en France, donc dans la Vienne. Donc la commune de Putna est jumelée avec Montmorillon. On a organisé beaucoup d'échanges au travers du folklore, au travers du football. On a mis l'équipe de football en France. On a eu également chorale, on a organisé aussi des projets de rencontre de jeunes autour de différentes thématiques. Mais ce projet-là, non, je n'ai pas été associé. Ça ne vous évoque rien? Non. C'est un projet européen, Europa Festival. Il y a beaucoup d'opportunités avec des projets européens. Souvent, le problème que l'on a, c'est de trouver des partenaires en France, quelquefois, notamment dans le domaine scolaire. Mais il y a beaucoup de choses possibles, beaucoup d'opportunités possibles. Ok, merci. Je voudrais vous remercier de nouveau et nous, les élèves, les professeurs du Collège technique Petru Mușat, on espère avoir bientôt l'opportunité de recevoir nos amis français dans le cadre des mobilités et de leur faire découvrir en présentiel ce patrimoine de notre région. Donc, on l'espère bien et ils auront l'opportunité de découvrir une petite partie au moins du patrimoine de Bucovine. Merci, Daniela. Je ne sais pas si les élèves roumains ont des questions ou si les élèves françaises ont des questions. Ça va, ça a répondu à vos interrogations, cette découverte de la Roumanie sur un volet touristique et entrepreneurial. Merci pour la qualité des interventions. Merci beaucoup. J'ai peut-être oublié un aspect important, la langue. La langue est un aspect important.
Donc, j'ai dû apprendre le roumain, bien entendu. C'est obligatoire lorsqu'on veut être guide touristique parce qu'on est là pour faire le lien entre nos clients francophones et les personnes qui habitent dans le pays, que ce soit les hébergeants, les personnes qui hébergent, que ce soit les artisans ou autres. Par contre, il y a beaucoup d'autres domaines d'activité qui permettent, par l'anglais notamment, mais également le français, de pouvoir dérouler des activités en Roumanie. Beaucoup d'entreprises sont installées sur Bucarest, par exemple, où il y a vraiment un grand nombre d'étrangers qui sont installés, et où c'est plutôt l'anglais qui est utilisé. D'autres grandes villes également en Roumanie sont devenues très anglophones, mais le français reste encore une langue qui circule beaucoup en Roumanie, notamment ici dans le nord du pays. L'Alliance française est bien sûr un bon exemple de cette bonne santé de la francophonie. Donc il ne faut pas voir ça comme une barrière. Bien sûr, je répète à nouveau, si on décide de devenir guide en Roumanie, il est nécessaire d'apprendre la langue. En un an, entre 6 mois et 1 an, on commence à bien se débrouiller. Bien sûr, on ne finit jamais d'apprendre, mais 6 mois, 1 an peut suffire pour apprendre le roumain, qui est une langue latine et qui est donc beaucoup plus facile à apprendre que d'autres langues en Europe ou dans le monde. Ce n'est pas une langue très facile. Moi, je suis des cours de roumain qui sont organisés par l'Institut culturel roumain de Paris et ce n'est pas simple avec les nombreux cas qui ressemblent un petit peu aux déclinaisons allemandes, latines. C'est relativement compliqué quand même. C'est vrai, mais quand on vit dans le pays, on va beaucoup plus vite. Oui, bien sûr. L'immersion, il n'y a pas mieux. Voilà, mais apprendre ici pour aller là-bas, rencontrer d'autres gens que ceux qui parlent uniquement français, allemand ou anglais, c'est quand même intéressant. C'est très riche comme langue. Tout à fait. Et non, l'apprentissage du roumain pour pouvoir le parler couramment est nécessaire lorsqu'on a une activité comme la mienne, par exemple, mais tous les autres entrepreneurs que j'ai rencontrés, donc on a eu l'occasion avec l'Alliance française, par exemple, à nouveau d'avoir un événement où nous sommes rencontrés aussi entre Français, et beaucoup d'entre eux utilisent l'anglais au jour le jour dans leur vie professionnelle. Donc, on vous attend le plus tôt possible à Suceava, Françoise Marchand. Daniela, nous arrivons sans doute le 29 septembre. Donc, voilà. À bientôt alors. À tout bientôt, oui. Bientôt. J'ai vu Yves ce matin et on en a parlé. Bon. Je voudrais remercier encore une fois à tous les invités d'aujourd'hui et on espère bien avoir l'opportunité de nous réunir dans le cadre d'autres activités, dans le cadre du même projet ou pour initier d'autres projets, pourquoi pas. L'Alliance française, je sais bien qu'elle est toujours ici, près de nous, à côté de nous, pour nous donner le soutien pour de nouveaux projets. Je voudrais remercier aux élèves qui se sont impliqués aussi dans le projet, à mes élèves, aux élèves français du lycée et à tous les professeurs qui se sont impliqués dans l'organisation de cette rencontre. Et j'espère bien nous revoir le plus tôt possible, en présentiel, bien sûr, à Suceava ou à Laval ou à Putna. Merci pour tout. Merci pour cette invitation aussi. Merci à tous, au revoir.